Merci de nous rejoindre sur France Info pour l'heure politique comme chaque soir. Nos invités ce soir, Constance Le Grip, bonsoir. Bonsoir. Députée Ensemble pour la République des Hauts-de-Seine, membre de la commission des finances. Aurélien Lecoq nous a rejoint. Bonsoir. Bonsoir. Député La France Insoumise du Nord, membre de cette même commission des finances. Christopher Dembic, bonsoir. Bonsoir. Spécialiste des questions économiques, conseiller en stratégie d'investissement. Merci d'être avec nous. Et puis Patricia Issa de Grandy, comme chaque soir, avec moi à mes côtés, éditorialiste politique pour France Info. On va donc évidemment très largement évoquer ce budget 2025 très attendu et qui a donc été dévoilé par le gouvernement en fin d'après-midi. On voit les images de Michel Barnier à la sortie du Conseil des ministres ce soir. On voit d'abord les grandes lignes de ce projet de budget 2025 avec Julien Bigard. Pour résumer le budget de la France, terminer les dépenses, il faut remplir la tirelire de l'État. Et pour y arriver, les Français vont devoir faire un effort qu'ils n'ont pas vécu depuis 10 ans. D'abord, le gouvernement va baisser les dépenses. 41,3 milliards d'euros d'économies l'an prochain. Cela va passer par des coupes dans les effectifs. France Travail par exemple, ou l'éducation nationale. Au total, 2200 postes de fonctionnaires supprimés. La sécurité sociale sera aussi mise à contribution pour réduire les dépenses. Enfin, les collectivités locales devront se serrer la ceinture à hauteur de 5 milliards d'euros. En visite dans la Vienne aujourd'hui, le Premier ministre se fait d'ailleurs interpeller par un élu sur le sujet. Je sais que vous comprenez donc forcément bien nos inquiétudes dans le pas tout régler, monsieur. L'heure est aux économies, mais le Premier ministre se dit ouvert aux améliorations. Le budget que je présente ce soir sera un budget qui sera perfectible. Parce que j'ai dû le construire, je me permets de le rappeler, en 15 jours. C'est pas possible de tout faire bien en aussi peu de temps. Des économies drastiques d'un côté et de l'autre, une hausse des impôts. 19,3 milliards d'euros d'augmentation pour enflouer les caisses de l'État. Par exemple, les 400 entreprises les plus riches vont devoir mettre la main à la poche pendant 2 ans pour aider la France. Même décision concernant les ménages les plus aisés. Un couple qui gagne plus de 500 000 euros par an devra reverser au moins 20% de son revenu aux impôts. Et puis il y aura des taxes en hausse qui touchent tout le monde sur les transports par exemple, ou l'électricité. Le budget ressemble donc à une cure d'austérité pour les Français, mais le gouvernement s'en défend. Nous sommes parfaitement conscients de l'effort qui est demandé à chacun. C'est ni un budget d'austérité, ni un budget de matraquage fiscal, c'est un budget de responsabilité. Un budget très attendu. Il sera débattu la semaine prochaine à l'Assemblée nationale dans une ambiance qui promet d'être animée. Et on va réécouter Laurent Saint-Martin, ministre chargé du budget, qui a donc dévoilé les grandes lignes de ce budget il y a quelques minutes. Écoutez. C'est donc un chemin de responsabilité, mais on ne peut plus attendre. On doit faire des choix courageux maintenant pour s'éviter des choix douloureux plus tard. Et ce chemin de responsabilité, je le redis très clairement, ce n'est ni une cure d'austérité, ni un matraquage fiscal, parce que nous pouvons encore nous le permettre. Et finalement, ce budget que nous vous proposons, c'est un budget davantage de courage et de responsabilité, mais qui sait à la fois prendre des décisions en termes de baisse de la dépense publique, mais aussi savoir cibler des contributions exceptionnelles. Alors, le gouvernement se défend de développer une cure d'austérité. Pourtant, 40 milliards d'euros, c'est un effort qui est considérable, quasiment inédit sous la Ve République. Mais vous nous dites ce soir, c'est pas une cure d'austérité ? Non, c'est pas une cure d'austérité. Mais alors, je ne cache pas que c'est un budget courageux, un budget difficile, un budget de vérité qui est présenté par le gouvernement ce soir et sur lequel nous allons être amenés, nous, les députés, dans un premier temps, à travailler, voire à amender, modifier, compléter. Il y a clairement un chemin de vérité et de responsabilité qui amène à prendre des décisions assez drastiques à certains égards, mais qui sont maintenant, puisque nous sommes arrivés devant la réalité du mur budgétaire, absolument incontournables. Le courage, la responsabilité, des coupes drastiques, parce qu'il y a urgence. C'est, j'imagine, pas comme ça que vous le voyez du côté du Nouveau Front Populaire ? Ce sont de très jolis mots pour décrire ce qui est en réalité un budget de guerre sociale. C'est-à-dire un budget... On avait prévenu avant l'élection et l'arrivée d'Emmanuel Macron en 2017, on avait dit
avec Emmanuel Macron, vous allez cracher du sang. Eh bien, les Français ont déjà craché beaucoup de sang ces 7 dernières années, et vraisemblablement, les mois qui arrivent, si nous n'arrivons pas à faire tomber ce gouvernement, si nous n'arrivons pas à faire obstacle à ce Premier ministre, vont être d'une violence terrible. On nous parle de rééquilibrage. Là, la réalité, c'est qu'il y a 3 milliards d'euros, par exemple, qu'on va chercher sur l'augmentation des tarifs de l'électricité. C'est-à-dire que les Françaises et les Français qui déjà ont du mal à se chauffer, cet hiver vont avoir encore plus de mal à se chauffer parce qu'ils vont payer bien plus cher. De la même manière, on a des services publics dont on sait déjà qui tombent en lambeaux. Il y a déjà des gens qui meurent sur les brancards à l'hôpital et on va continuer à couper les dépenses à coups de milliards et de milliards. Et puis, j'en termine par là, mais très sincèrement, est-ce que vous pensez que, alors qu'on a vidé les caisses de l'État en offrant des cadeaux à coups de dizaines de milliards aux ultra-riches de ce pays, 70 milliards par an rien qu'en baisse d'impôts, ce sont à nos retraités de payer qui, pour 2 millions d'entre eux, vivent déjà pauvres. Alors on verra tout à l'heure qu'il y a un effort qui est demandé aux contribuables les plus aisés de ce pays et aux entreprises qui font plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Mais avant d'entrer dans le détail, je voudrais votre analyse, si vous le voulez bien. Il y a ce débat ce soir, austérité, pas austérité. Qu'est-ce que vous en dites ? Alors, essayons effectivement d'être assez rationnels et pas uniquement dans les éléments de langage politique. Je sais qu'on aime bien les mots tonitruants, etc. L'austérité, c'est la situation, par exemple, qu'avait connue la Grèce après 2010 et là où vous avez une baisse très forte du PIB parce qu'effectivement, les dépenses publiques diminuent très fortement. Si on regarde au niveau des dépenses... Merci de me laisser finir, je vous prie. Si on regarde au niveau des dépenses publiques aujourd'hui, vous allez avoir une hausse qui va continuer plus forte que l'inflation de 2,1%. Donc on n'est pas sur de l'austérité, ça s'appelle la consolidation budgétaire. Alors je sais que politiquement c'est moins sexy, j'oserais dire, que l'austérité, mais je pense que les téléspectateurs... Pouvez-vous me laisser finir, s'il vous plaît ? Oui, je vous en prie. On vient juste de commencer, on a une heure de débat, donc après, je pense que vous aurez le temps de discuter. Ce que vous dites, et donc, exact, mais c'est vrai, et donc vous aurez le temps de répliquer ensuite. Et donc, je pense que les téléspectateurs ont tout à fait envie d'avoir un langage un peu plus de vérité, pas uniquement de la politique. Donc, on n'est pas sur de l'austérité, on est sur la nécessité d'un effort budgétaire, parce qu'il y a eu 2 erreurs. Le quoi qu'il en coûte. Le premier point, je pense que tout le monde autour de la table était d'accord, moi le premier, pour que le gouvernement inonde l'économie. Et je pense que c'était unanime, personne ne critiquait, c'est facile de critiquer a posteriori. Et la deuxième erreur, c'est qu'effectivement, en l'espace d'1 an, on se demande ce qui s'est passé, parce qu'il y a eu une erreur en termes de trajectoire du budget. On était sur un déficit budgétaire à 4,7% initialement prévu cette année. On a remonté au niveau du printemps, et après législative, on découvre qu'il sera certainement supérieur à 6%. Donc il y a 2 erreurs, et il faut aujourd'hui, malheureusement, effectivement, faire de la consolidation budgétaire. Et le message qui est très limpide, qu'il faut aussi dire, c'est que 60 milliards, si par miracle on y arrive l'année prochaine et on peut en débattre, ce n'est que la première dose, parce qu'il faudra faire d'autres efforts dans les années à venir et probablement après 2017, donc après la prochaine présidentielle. Alors sur ces efforts dans la dépense publique, on apprend que 2200 postes seront supprimés dans l'administration publique. Moins de fonctionnaires, c'est donc une boussole pour ce gouvernement ? Non, ça n'est pas la boussole. Je pense que la boussole pour ce gouvernement, et d'ailleurs pour les différents groupes parlementaires qui soutiennent l'action du Premier ministre et de son gouvernement dans le nécessaire travail de redressement des finances publiques, c'est d'aller vers la maîtrise de nos comptes publics et assainir nos finances publiques. La boussole, elle est là. Elle passe par toute une série de mesures, y compris, il faut le dire, l'augmentation d'un certain nombre d'impôts, vous l'avez évoqué, pour les contribuables les plus aisés, pour les entreprises dont le chiffre d'affaires dépasse 1 milliard d'euros. Mais il y a dans la panoplie d'outils que l'on doit déployer une grande diversité d'instruments, de leviers, dont celui effectivement de la suppression de 2200 postes de fonctionnaires dans les administrations centrales, pas des hommes et des femmes sur le terrain. Comment vous espérez que les Français consentent à ces bouger au niveau de leurs impôts, du prix de l'électricité, des retraites, le gel des retraites? Comment vous espérez qu'ils consentent à tout ça, à cet effort que vous leur demandez, alors qu'il y a encore 3 mois, tout allait bien, dans le meilleur des mondes? Aujourd'hui, ils se réveillent, vous étiez dans le déni, aujourd'hui tout le monde voit la vérité, c'est l'horreur. Si je peux me permettre... Il y a un problème de vérité qui n'a pas été dite aux Français. Aujourd'hui, vous leur dites, on vous dit la vérité? Non, alors, je pense que personne n'était dans le déni. Il suffisait d'entendre un certain nombre de présentations du budget et nous n'avons eu de cesse de commencer dès le début de l'année 2024 à entreprendre le long, difficile, éprouvant, laborieux travail de réduction de la dépense publique. Je rappelle que Gabriel Attal arrive à Matignon début janvier. Mais alors, début février, on prend un décret, d'annulation de 10 milliards.
Non, mais il y avait eu déjà un certain nombre de mesures prises avant. Mais il est vrai que pour toute une série de raisons, le quoi qu'il en coûte a été prolongé. Le quoi qu'il en coûte phénoménal, effectivement, qui a permis aux Français de continuer à pouvoir être payés, aux entreprises, aux commerçants, aux restaurateurs, etc., de pouvoir sauver leurs entreprises pendant la longue période de Covid et des 2 très longs confinements que nous avons eu à connaître. Et puis ensuite, il y a eu la crise ukrainienne, la crise inflationniste, l'explosion du prix des matières premières, pas seulement du prix de l'énergie. Je rappelle que le blé, ça, ce sont des mouvements mondiaux sur lesquels nous n'avons pas de prise au départ. Le prix du blé a augmenté de manière phénoménale, ce qui a induit en conséquent une crise inflationniste des produits alimentaires. Et pour tout cela, nous n'avons eu de cesse de faire effectivement des chèques carburant, un bouclier tarifaire, un bouclier énergétique. Donc effectivement, il y a une prolongation du quoi qu'il en coûte pour protéger le pouvoir d'achat des Français, pour protéger le pouvoir d'achat des plus modestes. Mais il y a un moment où il faut définitivement tourner la page du quoi qu'il en coûte, et nous en sommes arrivés là, puisque l'inflation n'est plus du tout ce qu'elle a été. Le prix d'un certain nombre de matières première est redevenu supportable. Ce sont des mouvements mondiaux autour de nous. Et donc maintenant, la page est venue de définitivement tourner, le moment est venu de tourner la page de quoi qu'il en coûte. Donc 10 milliards d'euros annulés par décret au tout début du mois de février. Une réserve de précaution, si je puis dire, prise par Thomas Cazenave au tout début de l'été de 16,5 milliards d'euros, des crédits gelés, pas encore annulés. Donc il y avait déjà un certain nombre de mesures. Ces mesures avaient déjà été prises sous Gabriel Attal. Assez fortes, et on préparait à travers les lettres plafond, que j'imagine vous avez assez précisément présenté, prises effectivement, certes par un Premier ministre démissionnaire et des ministres démissionnaires, mais qui étaient déjà quand même des lettres plafond qui indiquaient une tendance à, non pas l'austérité, loin de là, alors, mais pour à une réduction de la dépense. Pour alimenter ce débat, on va voir ces déclarations aujourd'hui de Pierre Moscovici, président du Haut Conseil des finances publiques, président de la Cour des comptes, qui juge ce projet de budget 2025 fragile, c'est le terme qu'il a employé, et il parle d'un dérapage du déficit public en 2024 qui est absolument considérable et inédit. Alors ça, c'est pour le constat. Aurélien Lecoq, est-ce que vous reconnaissez cette urgence à réduire notre déficit, ou est-ce que vous dites non, la priorité pour nous, c'est de continuer à investir pour relancer la croissance ou l'emploi? C'est quoi votre diagnostic en fait? Alors, pour tout vous dire, on peut faire les deux en même temps. Et c'est pas parce que les macronistes, Bruno Le Maire en tête, Gabriel Attal et tous les autres, ont été des pieds nickelés depuis qu'ils sont arrivés, ou plutôt qu'ils ont décidé de vider les caisses de l'État au profit des ultra-riches de ce pays, qu'on ne peut pas de nouveau aller chercher de l'argent et en plus investir à l'intérieur de nos services publics. Je me permets de le dire parce qu'il y a plusieurs choses qui ont été dites sur ce plateau qui, je suis désolé, sont fausses. Par exemple, dire que nous ne faisons pas d'austérité, c'est faux. Oui, on coupe de 15 milliards d'euros parce qu'il manque 15 milliards d'euros en reconduisant aujourd'hui le budget de l'année dernière, quand on prend en compte l'inflation, l'augmentation de la population, et donc nos services publics seront moins capables demain qu'ils ne l'étaient hier. Et vous citiez, c'est très intéressant, la question de la Grèce juste avant sur l'austérité. La Grèce, lorsqu'il y a eu les plus grands plans de coupe budgétaire, ces plans de coupe budgétaire s'évaluaient à 2% du PIB. Aujourd'hui, oui, avec ce plan, on n'est pas loin de ces 2%. Pierre Moscovici le disait tout à l'heure, il est évalué à 1,2. Donc, Emmanuel Macron est en train de nous conduire exactement dans la même situation que la Grèce. Et puis, je voudrais juste terminer par là, parce que ça me paraît important de ne pas nous faire croire qu'il y a eu un dérapage dont on ne sait pas d'où il vient l'année dernière et qu'il faudrait le corriger. La politique d'Emmanuel Macron, de Bruno Le Maire, sont des politiques structurelles. Ils ont sciemment vidé les caisses de l'État. Chaque année, ils ont surestimé les recettes et ils ont donné 70 milliards d'euros par an en baisse d'impôts aux plus riches, 90 milliards d'euros. Ah bah attendez, j'ai la liste sous les yeux si vous voulez. 60 milliards de baisse d'impôts. 60 milliars. Ah bah oui alors. Dites-moi, les 3,2 milliards de l'ISF, ça concerne qui? Les 1,8 milliards de flat tax, ça concerne qui? Les 5,4. Attendez, j'y viens. Moi je les ai la liste des 60 milliards. Si vous voulez, on sort les calculatrices. Alors la taxe d'habitation.
9 milliards ont touché 20% Alors, les plus riches. pas... L'ISF, 3 milliards. Moi, j'assume la flat tax, 1,8 milliard. L'impôt sur le revenu qui touchait les plus riches, 5,4 milliards. La baisse de l'impôt sur les sociétés. Alors, on sait tout ça. On sait tout ça. Mais c'est important de le dire. Il faut qu'on fasse un peu de pédagogie quand même, parce que il y a des concepts économiques qui sont parfois assez peu compris par nos téléspectateurs. Question qui est très simple, parce que c'est l'enjeu de ce budget. Pourquoi c'est important absolument de réduire notre déficit? On parle beaucoup d'assainissement des finances publiques. Voilà, pour le commun des mortels, qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi c'est crucial? Vous avez deux sujets. On a une cible qu'on a acceptée au niveau européen d'avoir un déficit public qui soit ramené à 3%. Ça, c'est le premier point. Mais le point qui est plus important, c'est que 3%, 5% ou 6%, ça parle pas à grand monde. En revanche, ce qu'il faut analyser, c'est que la France, elle emprunte sur les marchés pour se refinancer. Et bien évidemment, finalement, quand on se refinance, c'est comme un ménage, vous avez un taux d'intérêt qui va dépendre de votre situation. Si vous avez de manière très régulière un déficit qui est très élevé, bien évidemment, les marchés vont vous réclamer finalement plus d'argent pour emprunter. Et c'est ce qui se produit, on le voit très très bien. Le point qui est important, et désolé, on aura une contradiction, mais on voit très nettement notamment que la France emprunte de manière plus élevée sur les marchés financiers, non pas depuis cette année, depuis 2022, parce que au sortir du quoi qu'il en coûte, les marchés ont intégré qu'on avait un réel problème de trajectoire du déficit en France. Alors, ok, on creuse la dette, mais concrètement, au bout de la chaîne, qu'est-ce que ça impacte pour nous? Qu'est-ce que ça impacte? Je vous donne très clairement la situation. Si on change pas la situation aujourd'hui, et à politique budgétaire constante, en 2027, vous aurez le remboursement des intérêts, donc tout ce qu'on emprunte sur les marchés pour se refinancer, qui va représenter 8 fois le budget de la justice. Donc à la toute fin, ça veut dire quoi? Ça veut dire que peu importe quel gouvernement arrivera en 2027 au pouvoir, sa priorité, ce sera de rembourser les intérêts sur la dette avant de mettre en application n'importe quelle mesure de son programme économique. Donc le politique est dépossédé de son pouvoir si on n'a pas justement une gestion des finances publiques plus saine. Avant de vous redonner la parole, on va écouter ces réactions de Français, puisqu'il y aura un impact pour les retraités, les contribuables et aussi pour les dépenses de santé. C'est un sujet qui est signé Cyril Adriens. Frais de santé, pension de retraite, facture d'énergie. Comment le budget présenté ce soir va-t-il se répercuter sur le pouvoir d'achat des Français? Premier public visé par les économies, les retraités. Marie-France Mansouri, ancienne employée de mairie, touche 1 960 € par mois. Sa pension aurait dû être revalorisée le 1er janvier, mais ce sera finalement 6 mois plus tard. Un manque à gagner d'environ 40 € mensuels. 40 €, c'est énorme. Par mois, je vous dis, c'est une semaine de course. Hein. On va devoir encore faire un effort, on va se priver. Et sans arrêt en train de compter, moi je tiens un cahier où à chaque fois que je fais une carte bleue ou quoi, je vais décompter pour voir ce qui me reste, pour pas être à découvert. L'État espère économiser 3,6 milliards d'euros avec cette mesure. Autre coup de rabot sur les dépenses de santé cette fois. Dans ce cabinet médical cet après-midi, nous rencontrons Renaud Divaro, responsable technique dans une administration. À partir de l'année prochaine, les consultations chez le généraliste seront moins bien remboursées par la sécurité sociale. Charge aux mutuelles de prendre le relais. J'y passerai, je ferai comme tout le monde, il n'y a pas de souci. Mais les gens qui ont des problèmes, les gens qui sont au chômage et tout ça, qui n'ont pas de mutuelle et qui sont obligés d'aller chez le médecin, eux, tout de suite, ils vont en prendre plein la tête, quoi. Pour renflouer ces caisses, le gouvernement compte aussi taxer les tarifs de l'électricité. Ces tarifs devaient fortement baisser l'an prochain. Mais avec la nouvelle taxe, ce ne sera que moins 9% sur la facture. Virginie Fleury, secrétaire médicale et mère de 3 enfants, paye 60 € d'électricité par mois. Pour elle, toute baisse est la bienvenue. J'espère bien, j'espère beaucoup même. Ouais, faudrait voir sur les prochaines factures, on verra bien ce que ça va donner. Le gouvernement s'engage à ce que les factures d'électricité baissent de 110 € par an en moyenne. Mais Constance Le Grip, on vient de le voir dans ce sujet, les retraités seront impactés, ceux qui vont se soigner seront impactés avec les consultations qui vont revenir plus chères, en tout cas qui seront moins bien remboursées. On peut aussi parler de la facture d'électricité qui va légèrement augmenter. Michel Barnier avait promis de ne faire contribuer que les plus riches. On constate que ce n'est pas le cas. Alors, moi, je suis députée, et ne vous empêchez pas, je ne suis pas ministre des Comptes publics. Comme je le disais tout à l'heure, le débat maintenant s'engage. Nous avons demain en commission des finances, à l'Assemblée nationale, l'audition des 2 ministres, et puis nous démarrons le débat
entre nous, entre commissaires aux finances mercredi, et puis ensuite viendra le débat dans l'hémicycle. Comme l'a dit le Premier ministre, comme les deux ministres en charge du budget et des finances l'ont dit, le budget, il est perfectible. Le temps du débat parlementaire est ouvert. Hier, pas plus tard que hier... sur les retraites, par exemple. Je le crois tout à fait. Et d'ailleurs, je ne le dis pas ce soir toute seule sur le plateau. Gabriel Attal, je pense qu'il y a là un sujet sur lequel nous devons être extrêmement Michel Barnier l'a dit, qu'il était prêt à revenir Gabriel Attal, à la marge. Pierre, président du groupe auquel j'appartiens. Si je pouvais juste terminer ma phrase, ça permettrait peut-être de faciliter un peu les choses, y compris l'échange démocratique, bien évidemment. Mais Gabriel Attal, pas plus tard que hier, a présenté pour le compte du groupe Ensemble pour la République un certain nombre de propositions, fait un certain nombre de constats, dit que nous partageons le diagnostic, mais que nous allions avoir nos propres propositions, nos propres réserves, nos propres, pourquoi pas, sur tel ou tel sujet. Il n'a pas évoqué la réforme des retraites hier, Gabriel Attal. Si, tout à fait, clairement, très clairement. Et nous avons des documents qui attestent du fait que nous sommes extraordinairement réservés sur le report de 6 mois, donc le gel de 6 mois, si vous voulez, de l'indexation des retraites sur l'inflation, ce qu'on appelle le gel des retraites du premier. Et sur le sujet de l'électricité, alors les dépenses sociales, c'est encore autre chose que les dépenses de l'État et les dépenses de collectivités locales. Non, mais les dépenses sociales, si vous avez lu également la présentation rapide qui est faite du PLFSS, du projet de loi de financement de la sécurité sociale, vous verrez qu'elles vont continuer dans l'épure telle qu'elle est présentée aujourd'hui par le gouvernement, elles vont continuer à augmenter de 2,8%. Les dépenses sociales dans notre pays vont continuer à augmenter de 2,8%, ce qui est tout sauf une cure d'austérité. Mais sur l'électricité, nous avons également fait part hier, le président du groupe auquel j'appartiens, Gabriel Attal, du fait qu'effectivement, nous étions également très très réservés sur le fait que on en arrive à une taxe beaucoup plus importante que le montant qui existait avant le déclenchement des boucliers tarifaires énergétiques. Autant nous sommes favorables, encore une fois, à la fin du quoi qu'il en coûte, à la cessation de fonctionnement, si je puis dire, des différents boucliers tarifaires qui ont été utiles mais qui coûtent extrêmement cher. Autant nous ne souhaitons pas. Il faudra regarder ça très en détail. Donc c'est pas une copie définitive du budget. C'est ce que vous nous dites ce soir. Et tous les groupes parlementaires seront, je dirais, dans une dynamique de propositions et de suggestions. Ah, une dynamique de propositions et de suggestions. Est-ce que c'est comme ça qu'on voit les choses du côté du NFP? Ah bah oui, mais vous savez, on considère que cette élection législative nous a été volée, que Michel Barnier est un Premier ministre et que son gouvernement sont illégitimes, parce qu'on le rappelle, on a quand même un Premier ministre qui est en train d'instaurer une cure d'austérité, d'une violence sociale inouïe à toutes les Françaises et les Français, qui provient d'un parti qui a fait 5% aux élections. Donc, nous, des propositions, on en a. Regardez, je vous en ai même ramené. C'est les mesures du nouveau Front populaire. Nous, on nous dit qu'il faut trouver de l'argent. Rien que dans ce document, et sur seulement 10 mesures, on a trouvé 49 milliards. Évidemment, en allant cette fois-là chercher auprès de celles et ceux à qui Macron avait fait énormément de cadeaux, le retour, par exemple, de l'impôt sur la fortune. Voilà, le retour de l'impôt sur la fortune, c'est l'une des principales mesures qui rapporterait le plus. Oui, il y en a. Quel est le sens du rétablissement de l'impôt sur la fortune selon vous? Bien, il y a un écueil qui est terrible là dans le budget qui nous est présenté, c'est que on ne va pas taxer les patrimoines. Or, il y a des Françaises et des Français, une toute petite poignée, qui se sont enrichis comme jamais depuis 7 ans sous Emmanuel Macron, alors que tous les autres sont dans la galère. Il faut que les gens l'entendent. Pendant que les gens, comme le disait la dame, font leur compte pour savoir ce qu'ils vont pouvoir acheter dans un magasin, mange moins, parce que vous savez qu'un Français sur 2 se prive dans ses consommations de nourriture bien souvent pour pouvoir nourrir plus correctement ses enfants. Et bien pendant ce temps-là, il y en a qui se sont gavés. Les 500 plus riches de ce pays, 500 personnes, c'est quand même pas beaucoup, détiennent un patrimoine de 1228 milliards. 1228 milliards, c'est entre 3 et 4 fois le budget de l'État. C'est à eux seuls de faire l'effort. Détenu par 500 personnes. C'est à eux de faire un effort conséquent. Il n'y a aucune contribution, par exemple, là, qui a été annoncée sur le patrimoine. C'est-à-dire que celles et ceux qui ont amassé énormément, il n'y a rien. Il n'y a pas d'ISF. Il n'y a pas de taxe sur l'héritage. De 500 000 euros annuels. Une contribution qui ne touche que les personnes au-dessus de 40 000 euros par mois. Vous le savez, nous, avec le nouveau Front populaire, on proposait une réforme de l'impôt sur le revenu qui soit plus juste pour tout le monde. Ça permet de récupérer 5 milliards, 14 tranches d'imposition. Ça veut dire que toutes celles et ceux qui ce soir nous regardent et qui touchent moins de 4 000 euros net par mois, et je peux vous dire, ça fait beaucoup de monde, paieraient demain moins d'impôts avec le nouveau Front populaire. Pourquoi vous passez le curseur à 4 000 euros d'ailleurs? C'est vrai que c'est une question qu'on s'est posée. 4 000 euros, c'est
être riche en France pour vous aujourd'hui? 4 000 €, c'est à peu près le seuil à partir duquel on passe sur les 10% de la population qui gagne le mieux. Donc c'est une réforme qui permet de lisser l'impôt, de faire en sorte que 90% de la population qui aujourd'hui porte la majorité de l'effort paye demain moins d'impôts et qui celles et ceux qui sont le plus aisés, au-dessus de 4 000 € net, payent plus d'impôts. Mais c'est progressif. Plus vous avez d'argent, plus vous payez. Moins vous avez d'argent, moins vous payez. C'est l'inverse de la politique d'Emmanuel Macron qui a donné toujours plus aux mêmes. Alors c'est vrai que quand on... Oui. Juste par rapport à l'austérité, parce qu'on parle beaucoup d'austérité, mais l'austérité au départ c'est quoi? Vous allez me contredire si je dis une bêtise, parce que il me semble bien que c'est quand même la baisse des salaires, la baisse des pensions. Exactement, et on n'est pas du tout on n'est pas là-dedans. Est-ce que c'est pas un peu inconscient? On a une baisse des pensions par rapport à l'inflation. Non, attendez, c'est gelé. C'est pas de l'austérité. D'abord, c'est pas encore définitivement définitif, et puis c'est juste un report de 6 mois au jour d'aujourd'hui qui est proposé. Finalement, de laisser courir la dette et de tomber, par contre, d'en arriver à l'austérité à un moment donné parce qu'on sera prêt à la gorge. Alors, on va peut-être laisser répondre M. Denbic sur ce point-là. Et justement, moi, ce qui me choque autour du débat sur cette table, c'est qu'on parle, et on revient au problème initial en France, c'est-à-dire, on pense simplement à taxer, et tout le monde parle de cela. Alors certes, la situation le nécessite, mais 7 ans qu'on offre l'argent aux s'il vous plaît, les gens parler, vous aurez le temps de le faire. Je sais bien que vous appréciez le bordel, mais la réalité, c'est que les gens peuvent s'exprimer. C'est pas moi qui ai mis la France dans ce pays. Donc laissez-moi placer 4 mots de plus. Allez-y. Et donc, la situation est telle qu'aujourd'hui, on est sur une situation, en fait, on ne pense qu'à taxer, alors que la réalité, et même le seuil que vous avez évoqué sur les 4 000 € est frappant. Aujourd'hui, la France s'appauvrit parce qu'on ne pense pas à produire, à créer de la richesse et ensuite taxer, ce qui est complètement légitime. Mais justement, votre question était pertinente. Pourquoi placer le curseur à 4 000 €? Et vous avez répondu. 10% de la population touche plus de 4 000 €. Si on regarde au niveau mondial... Mais c'est pas un curseur, il y a 14 tranches. Mais je ne vous parle pas de l'impôt, monsieur, si vous écoutez. Je vous parle juste que vous dites à juste titre que 10% de la population. C'est pour que les gens, pas sur ça. C'est pour que les gens comprennent la mesure. La mesure, c'est 14 tranches d'imposition. Oui, mais je vous parle pas de l'impôt, désolé. Mais vous rebondissez sur la je vous disais que vous aviez raison sur le fait qu'au-delà de 4 000 €, on a 10% de la population qui touche cela. On n'est pas toujours dans l'invective. Et donc, à cet égard, quand vous regardez aujourd'hui, juste une comparaison qui est intéressante, les États-Unis, grosso modo, quand un Américain vient en France, il a un pouvoir d'achat qui est l'équivalent d'un Français qui va au Mexique. Donc ça montre tout simplement l'appauvrissement qu'on a aussi de notre côté. Et aujourd'hui, l'enjeu, c'est bien sûr, on a une urgence de taxer, c'est indéniable à cause de la situation budgétaire. Mais sur le long terme, il faudrait aussi penser à créer davantage de richesses. Et certaines mesures, pas toutes, on peut les contester, mais certaines mesures qui avaient été prises initialement à partir de 2017 avaient été favorables. Sur la flat tax, qui revient régulièrement. La flat tax, vous avez 2 rapports indépendants. J'insiste sur le terme indépendant. Est-ce que c'est la flat tax? La flat tax, effectivement, sur les revenus que vous pouvez toucher, par exemple, si vous êtes entrepreneur et vous allez toucher des dividendes, vous êtes taxé à 30% au lieu d'avoir autour de 45-47% initialement précédemment. Vous avez un rapport de la Cour des comptes et un autre rapport de France Stratégie qui vous montrait bien que la flat tax, déjà, ça rapportait beaucoup d'argent à l'État, plus qu'avec un seuil qui était plus élevé, et surtout que ça permettait des créations d'entreprises. Donc il y a eu des bonnes mesures, et simplement, effectivement, il y a eu ce dérapage budgétaire massif quand même sur un an qu'il faut souligner, et là, malheureusement, je vous contredirais. La réalité, c'est que on sait très bien qu'Emmanuel Macron a refusé que Bruno Le Maire fasse un projet de loi de finances rectificative qui était un vrai signal, qu'il y avait un danger de déficit qui était filé. Vous avez un rapport du Sénat le 12 juin sur le même sujet. Donc, il y a eu vraiment cet accident de parcours, mais initialement, il y a eu des mesures bonnes pour favoriser la richesse. Et je pense que l'enjeu à moyen et long terme pour tous les partis, c'est de se dire qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour que les Français gagnent justement plus de 4 000 €? Pas uniquement. Et après, on les taxera. Ça, c'est un autre débat qui est politique. Mais en revanche, il faut créer de la richesse avant. Je veux bien rebondir là-dessus, parce que là, on parle taxe, mais on a aussi beaucoup parlé réduction de la dépense quand même. Là, comme on est ce soir en train de commenter le projet de budget qui vient d'être présenté par le gouvernement, on parle 40 milliards de baisse de dépenses, 20 milliards de hausse d'impôts. 20 milliards de hausse d'impôts. Mais là où je suis d'accord, et on est dans un exercice budgétaire. Tout ça, ça va impacter le quotidien des Français. Et je sais bien, vous savez, je siège depuis plusieurs années à la Commission des Finances, je sais à quel point c'est essentiel et que depuis plusieurs jours, quand je rencontre mes concitoyens dans ma 6e circonscription des Hauts-de-Seine, on me parle de cela. On me parle des taxes, des impôts, mais on parle aussi de la réduction de la dépense publique. On me dit aussi, est-ce qu'il va y avoir toujours assez d'argent pour payer nos soldats, nos policiers, nos enseignants, etc. Mais clairement, une politique économique, une politique macroéconomique, ça ne se résume pas
au projet de budget. Et la réindustrialisation, la production de richesse, l'augmentation du taux d'emploi. J'ai co-signé une tribune avec plusieurs collègues. Nous savons que nous n'avons pas assez de gens qui sont en situation d'emploi. Malgré la très forte réduction du chômage, on est quand même sorti de ce fléau qui était le chômage de masse, qui quand même pendant des décennies était l'horizon avec lequel on se heurtait aux réalités économiques et sociales dans ce pays. Mais la baisse du chômage des jeunes, la baisse du chômage de manière globale n'a pas encore produit exactement la forte augmentation du taux d'emploi. Il faut mettre plus de Français au travail. Donc il faut ici une politique dynamique de compétitivité, d'attractivité, de réindustrialisation. Alors justement, puisque et vous de évoquez retour au plein emploi. Puisque vous évoquez l'emploi, il y a une mesure qui concerne les entreprises, c'est la hausse à nouveau des charges patronales. Il y avait eu un allègement ces dernières années. On va écouter les réactions du côté des entreprises ce soir, réactions rassemblées par Maëva Damois. Regardez. Cette entreprise fabrique des pièces aimantées. Le travail d'une partie des salariés pourrait bientôt coûter plus cher à leur patron. L'État prévoit 4 milliards d'euros d'allègement de charges en moins pour toutes les entreprises. Ici, l'annonce passe mal. Cette modification arrive un petit peu comme ça en fin d'année, après les 2 années dernières qui ont, d'ailleurs on l'a vu dans le chiffre d'affaires, qui ont été impactées par l'évolution des coûts de l'énergie. Le projet gouvernemental, augmenter les charges des entreprises sur les salaires les plus bas, ceux inférieurs à 1 854 € net mensuels. Ensuite, il prévoit de baisser les charges sur les salaires intermédiaires jusqu'à 2 567 €. L'ambition, inciter les patrons à mieux rémunérer leurs employés, puisqu'en les payant plus cher, ils auront moins de cotisations. C'est l'espoir de Maxime Noblet, embauché il y a 1 an. Son salaire, 1 500 € net. À l'avenir, j'espère pouvoir avoir des augmentations, gagner plus et du coup, peut-être qu'un jour, espérer avoir mon appart pour moi tout seul. Même acheter, aujourd'hui, je ne me vois pas acheter un appartement, par exemple. C'est totalement hors de propos. Moins d'allègement de charges, une victoire pour les syndicats qui restent prudents sur la volonté des patrons d'augmenter les bas salaires. On a été entendu sur allègement de cotisations sociales, baisse des allègements de cotisations sociales. On va regarder ça de près pour éviter que ce soit juste un effet d'annonce. Pour le patronat, augmenter le coût du travail détruirait avant tout des emplois. Les entreprises concernées ne pourront pas répercuter les augmentations de salaire et ça va impacter l'emploi des personnes les moins qualifiées. Autre mesure controversée, le coup de rabot sur l'aide à l'apprentissage. De 6 000 €, elle passerait à 4 500 € pour toutes les entreprises. Alors on vient de voir le mécanisme qui est pensé avec cette hausse de charges, c'est d'inciter les patrons à augmenter les salaires. C'est plutôt une bonne mesure ça pour vous? Bon alors d'abord, moi je le dis, les exonérations de charges sociales, là, c'est une mesurette par rapport à ce qui a été fait. Dans votre reportage, ils évoquent une exonération de 4 milliards d'euros. Aujourd'hui, Macron, c'était 90 milliards d'euros par an. Donc encore une fois, c'est 90 milliards d'euros par an de moins de cotisations sociales. C'est pas ça le montant. Les cotisations sociales, on le rappelle quand même, c'est ce qui permet de financer la Sécu, les retraites, etc. Quand on exonère de cotisations sociales, on creuse le trou des retraites. C'est ça qu'a fait Emmanuel Macron. Mais on entendait le MEDEF dire, si on augmente les charges des entreprises, on ne pourra pas embaucher. Mais c'est pour ça que c'est très amusant, parce que le MEDEF, si vous voulez, ils défendent les grands patrons. Ils recherchent à avoir toujours plus d'argent. Parce que tous les cadeaux qu'a fait Emmanuel Macron, ces 90 milliards d'exonération, comme les 70 milliards de baisse d'impôts, n'ont en réalité eu quasiment aucun impact sur l'emploi. On parlait tout à l'heure. Eh ben non. La baisse du chômage. Je suis désolé. Je suis désolé de vous choquer. Je vais essayer. Mais non, c'est parce que vous manipulez très bien les chiffres. Il faut reconnaître à la Macronie des dons de manipulateurs. Aujourd'hui, nous avons encore 6 millions de chômeurs en France et on a fait sortir des chiffres du chômage, près de 1 million d'apprentis, mais qui ne dit pas qu'ils auront un travail au bout du compte. On a fait sortir des chiffres du chômage, 700 000 personnes qui sont en auto-entreprise. On a 2 millions de personnes qui, oui, sont au travail, mais sont des travailleurs pauvres qui galèrent. Et on a 1,3 million de personnes qui sont en sous-emploi. Donc, Macron nous explique partout que, oui, les déficits, c'est compliqué. Mais par contre, sa politique économique a réussi. Il y a du dynamisme, il y a de l'emploi. Sur le chômage, c'est faux. Sur la pauvreté,
C'est faux. Mais les gens les galèrent charges des toujours entreprises, autant. parce que Et du coup, sur les entreprises, on comprend pas votre sur les position. entreprises, je voudrais juste Les charges des entreprises. Sur les entreprises, je dis juste ça aussi, parce qu'il a été dit que on crée beaucoup d'entreprises. Cette année, il y a 60 000 entreprises qui ont fermé. C'est le record depuis 6 ans du nombre de fermetures d'entreprises. De la même manière, sur l'ouverture d'usines, cette année, on bat aussi les records. On est à une trentaine d'ouvertures d'usines, alors qu'on était il y a plus de 100 il y a quelques années. Donc, la politique économique d'Emmanuel Macron est un fiasco absolu. Et c'est ce que ressentent les Français. Il est difficile de rebondir par rapport C'est la réalité. Non, ça n'est pas la réalité. Mais c'est la réalité que vivent les Françaises et les Français tous les jours. Non, si vous sortez à un moment du Palais Bourbon, vous verrez. Pardon, je sors du Palais Bourbon. Enfin, écoutez, arrêtez. Alors venez, moi je vais vous emmener voir les MA France. C'est la dernière usine de Seine-Saint-Denis qui est en train de fermer. J'ai des collègues qui viennent de toute la France. Nous sommes assez nombreux et on a quand même une vraie appréciation des réalités. Votre regard d'économiste sur ces... Par ailleurs, des chefs d'entreprise qui continuent à avoir du mal à trouver... la réalité, elle est là aussi, qui continuent à avoir du mal. Il y a quand même quelque chose comme 350 000 offres d'emploi, à l'heure où nous parlons, qui ne sont pas pourvues. Donc ça prouve bien pour 6 millions, pour 6 millions de chômeurs. Alors, votre regard d'économiste sur ce débat autour des charges patronales qui vont donc augmenter avec ce projet de budget. Est-ce que c'est une menace, oui ou non, pour l'emploi? Alors, c'est peut-être difficile de faire une réponse définitive, mais... En tout cas, c'est une illusion de penser, parce que vous allez justement avoir la fin de ces dispositifs, que les employeurs vont être incités à augmenter de manière significative les salaires. Ça n'arrivera jamais de manière assez évidente et vous pouvez vous adresser à n'importe quelle entreprise. Le problème avec la fin de ces mesures qui ont été quand même extrêmement salutaires pour les entreprises, c'est que bien sûr, les grandes sociétés, concrètement, celles qui ont un chiffre d'affaires plus supérieur à 1 milliard, qui sont d'ailleurs visées par certaines des mesures, elles vont pas être touchées. Comme pour les apprentis, la baisse finalement des aides pour les apprentis, ça ne touche pas ce type d'entreprise. Mais en revanche, ça va vraiment fragiliser le tissu d'entreprise qui est le plus fragile, qui sont les petites moyennes entreprises, les ETI, qui sont celles qui normalement font le plus d'emplois. Et donc, c'est très certainement une mesure qui va être très dommageable sur justement des entreprises qui sont malgré tout en difficulté. Et sur les faillites d'entreprises, effectivement, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'on a eu ce quoi qu'il en coûte qui est levé. Et finalement, les faillites d'entreprises qu'on n'avait pas connues pendant la Covid, à l'inverse d'autres pays, c'est répercuté dans le temps. Et donc, ça intervient un peu au pire moment où finalement, les entreprises PME et ETI ont le plus besoin d'aide, et notamment sur les salaires. Donc, il aurait fallu plutôt prolonger le dispositif qu'autre chose. Patricia, pardon, oui, sur ce sujet d'allègement des charges sociales, c'est un sujet sur lequel plusieurs groupes de la majorité, toute relative bien sûr, vont clairement trouver à faire des propositions alternatives. Nous ne sommes pas vous avez noté que là encore, vous êtes en désaccord avec une bonne. Je note quand même que les macronistes sont en désaccord avec une bonne partie de ce budget. Vous êtes en désaccord sur les quelques rares augmentations d'impôts. Vous êtes en désaccord sur les retraites. Vous n'êtes pas très à l'aise sur l'électricité. Il y a 3 sujets. Vous savez, vous auriez dû voter la censure du gouvernement ce mardi. Pas du tout. Non, à ce compte-là. Je ne mêlerai ma voix à celle de la France Insoumise. Déposez vous-même une motion de censure dans ce cas-là. Parce que nous sommes dans une dynamique. Puisque vous êtes d'accord, ce budget, il n'y a rien qui va à l'intérieur. C'est pas du tout ce que j'ai dit. L'électricité, la retraite, les impôts. C'est pas des petits sujets. Si, vous dites que sur les cotisations sociales, vous êtes en désaccord. Allez, on va avancer parce que il nous reste quelques minutes. Ça se discute, ça s'amende. Alors justement, il y a des semaines et des semaines de travail à l'Assemblée. Justement, Constance Le Grip, nous porterons nos propres propositions. Patricia, ce budget va donc devoir passer à l'épreuve de l'Assemblée désormais, et il y a le spectre du 49.3 qui rôde au-dessus du Palais Bourbon. Vous voyez, déjà, ça commence. Tout le monde évoque ses idées, les potentiels amendements. Ça va être une guerre des amendements. Oui, l'épreuve commence demain et doit se terminer fin décembre. Michel Barnier va devoir se montrer endurant et habile pour sauter les nombreux obstacles, parce que rien n'est fait pour lui simplifier la vie à Michel Barnier. C'est un budget inédit, parce que préparé à la hâte. Je vous rappelle qu'il a été nommé le 5 septembre. Inédit par l'ampleur de l'effort demandé aux Français. Il faut trouver 60 milliards d'euros, rien que ça. Et puis politiquement, Michel Barnier est dans une situation périlleuse, avec une majorité relative plutôt décousue, qui le condamne à slalomer entre de nombreux ennemis, dont beaucoup, et pas des moindres, dans son propre camp, Gabriel Attal, Laurent Wauquiez, Gérald Darmanin, pour ne citer
que les choses auraient quand même pu être plus simples pour Michel Barnier si tout ce petit monde avait eu à cœur, et bien finalement, l'intérêt général chevillé au corps. Il faut sortir la France de ce trou de la dette. Mais non, ce n'est pas le cas. Chacun joue sa partie, chacun donne ses lignes rouges. C'est ce qu'on verra d'ailleurs pendant le débat. Alors, qu'est-ce qu'il va se passer? Eh bien, chacun va y aller de ses amendements pour contrer ce qui ne lui revient pas dans cette proposition de budget. Et donc, on se dirige vers quoi? Eh bien, vers un scénario où pas grand monde ne voudra voter ce budget. Et Michel Barnier n'aura d'autre choix que de jouer la carte du 49.3 à la manière Elisabeth Borne, donc passer par le texte sans vote et la porte ouverte, eh bien, à la motion de censure. Est-ce qu'il va parvenir, Michel Barnier, à sortir des griffes de cette censure? C'est possible, parce que beaucoup sont quand même bien conscients, dans la majorité notamment et au RN, que ce que fait Michel Barnier, eh bien, c'est nécessaire et ils seront bien contents de le laisser faire le sale boulot, de passer par un 49.3 pour passer le budget le plus dur depuis plus de 10 ans. Ce sera toujours sadement à faire pour eux. S'ils arrivent au pouvoir, eh bien, lors de la prochaine dissolution, peut-être dans 8 mois, ils auront le terrain propre. Mais Michel Barnier va devoir aussi convaincre qui? Les Français de venir faire l'effort, parce qu'il va falloir quand même qu'ils obtiennent leur consentement. Alors on sait déjà que le RN, très probablement, vu les premières réactions ce soir, ne votera pas ce budget. Du côté du NFP, ça paraît clair. L'hypothèse d'un 49.3 semble se dessiner. Est-ce que vous y êtes favorable? Je ne vais pas me prononcer sur le recours ou non au 49.3. Ça, c'est une prérogative du gouvernement, vous le savez, qui est autorisée par le Conseil des ministres à dégainer ou non cette arme-là. Moi, simplement, je veux plutôt dédramatiser par rapport au tableau que vous avez dressé. Il n'y a pas d'ennemi. Moi, je suis en soutien et en solidarité avec le gouvernement, le Premier ministre et les 2 ministres en charge des finances et des comptes publics. Simplement, c'est normal qu'en tant que groupe parlementaire, groupe important au sein du socle commun, du bloc central, mais aussi du socle commun qui soutient la politique du gouvernement, on fasse des propositions et on essaye d'engager un dialogue constructif. L'idée, bien sûr, c'est d'aller vers la réduction de la dépense publique, contenir le plus possible les hausses d'impôts, parce que je ne suis pas persuadée que les hausses d'impôts, c'est l'alpha et l'oméga d'une politique économique, mais on sera réaliste, on fera des propositions crédibles, on ne fera aucune proposition qui creusera la dette, qui creusera le déficit ou qui ajoutera de la dépense publique à la dépense publique, qu'il s'agisse de dépenses de l'État ou de dépenses sociales, mais simplement nous allons tout sereinement, je dirais, porter un certain nombre de propositions et nous entendons que sur un certain nombre de sujets, que ce soit le report de l'indexation des retraites de 6 mois ou les tarifs d'électricité, il y a certainement des bougets à pouvoir espérer et sur lesquels on va essayer de travailler, je dirais, de manière constructive. Encore une fois, tout ça, c'est juste le travail parlementaire normal qui se déroule dans toute démocratie. L'hypothèse d'un 49.3 qui semble se dessiner, j'imagine que vous allez crier au scandale si ça se produit. En même temps, vous nous dites que voilà, vous n'allez pas vraiment participer aux discussions pour améliorer ce budget. Ah ben si, d'abord nous allons participer aux discussions pour modifier de fond en comble ce budget. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on a nos 10 mesures du nouveau Front Populaire. Ce ne sera pas votre budget à 100%, ça c'est sûr, mais est-ce que vous êtes capable peut-être de vous contenter de quelques améliorations? Nous déposerons, non, on ne se contentera pas de quelques améliorations, parce qu'aujourd'hui il y a besoin de changer la philosophie, la manière de voir les choses et la politique économique de fond en comble, parce que c'est bien cette politique économique qui nous a mené au chaos budgétaire dans lequel on est, et qu'aujourd'hui il faut la réorienter. Mais évidemment, nous déposerons l'ensemble des mesures pour lesquelles nous avons été élus et pour lesquelles nous avons gagné les élections, parce que je le rappelle, le nouveau Front Populaire est arrivé en tête. Ça peut vous déplaire, mais malheureusement pour vous, Emmanuel Macron a perdu les 3 dernières élections, donc vous les avez bien perdues, et nous sommes arrivés en tête. Et donc, à part sur un programme clair, nous déposerons des amendements sur l'ensemble de ces sujets-là. Je fais juste remarquer que s'il y a 49.3, bien sûr il y aura censure, mais ça veut aussi dire que depuis 2022, en France, aucun budget n'aura été soumis au vote. Quand on voit comme ça impacte la vie des Français, peut-être qu'à un moment, il va falloir s'interroger. Ça ne vous a pas échappé, Nicolas Carvalho nous a rejoint. Bonsoir Nicolas, de la cellule Vrai ou Faux. C'est notre rituel chaque soir dans l'heure politique. Et on va se pencher sur la question de la participation des collectivités locales à cet effort budgétaire global. Et donc, c'est la dette des territoires qui est donc pointée du doigt comme source d'économie. Oui, depuis quelques jours, on en a parlé ici. Michel Barnier explique qu'il va falloir faire des économies et il cite entre autres les collectivités locales.
Il y a beaucoup de collectivités ici même, dans la région, les départements, les communes, qui ont fait des efforts de meilleure gestion des fonds publics. D'abord, un fait, les dépenses des collectivités locales ont beaucoup augmenté depuis quelques années. Et elles contribuent, par les besoins de financement qu'elles expriment, qui sont très importants, à ce qu'on appelle le déficit de la France. Dans la presse, l'entourage de Michel Barnier évoque même 5 milliards d'euros d'économies possibles. Ça n'a pas plu au président de l'Association des maires de France, David Lisnard. Écoutez. Une fois de plus, l'État demande aux autres d'assumer ses propres turpitudes. 92% de la dette en France publique, c'est l'État et les comptes sociaux, c'est l'État. Les collectivités territoriales ne représentent plus que 8% de la dette et ce n'est qu'une dette d'investissement. Alors, est-ce que ces chiffres sont exacts ? Pour le savoir, ma collègue Armelle Balogog de la cellule Vrai ou Faux côté radio s'est plongée dans les chiffres. Verdict, David Lisnard a raison. D'après les comptes nationaux de l'INSEE, vous allez le voir, la dette des communes, départements et régions s'élevait à 245 milliards d'euros en 2022 contre une dette publique totale qui s'élevait à 2 950 milliards d'euros. Donc la dette des collectivités représente bien 8% seulement de la dette publique. Alors Michel Barnier assure tout de même que la dette des collectivités locales a augmenté ces dernières années. Est-ce que c'est vrai ? Oui, c'est vrai aussi. La dette des communes, départements et régions a augmenté depuis une quarantaine d'années. Le site du ministère du Budget publie une courbe assez parlante. Vous allez la voir. Entre 1978 et 2022, le montant de la dette des administrations publiques locales a été multiplié par 10. Donc Michel Barnier a bien raison sur ce point. Mais ce qu'il faut aussi rappeler, c'est que la dette de la France a augmenté, elle, encore plus vite que la dette des collectivités. Sur la même période, elle est passée de 74 milliards à, je l'ai dit, 2 950 milliards d'euros. Ça fait 40 fois plus. Donc la dette des collectivités augmente, c'est vrai, mais moins que la dette publique. Alors, dans sa défense des collectivités et des maires de France, David Lisnard explique que cette dette n'est qu'une dette d'investissement. Est-ce que c'est vrai ? Oui, là encore, la réponse est oui. D'abord parce que les communes, départements et régions n'ont pas le droit légalement de contracter des emprunts dans le but de financer leur fonctionnement, donc c'est pas une dette qui sert à gérer les affaires courantes. Et c'est vrai que les collectivités investissent beaucoup. Vous allez regarder un document de l'Inspection générale des finances. Selon ce document, les collectivités territoriales étaient en 2022 le premier investisseur public à hauteur de 58% du total des investissements. Donc là aussi, David Lisnard dit vrai, la dette des collectivités sert à investir. Demander un effort aux collectivités locales et notamment aux maires, est-ce que c'est pertinent selon vous ? C'est légitime, mais en revanche, l'État doit aussi ne pas donner des avis contradictoires aux collectivités. Je vous donne un exemple très concret, vous l'avez rappelé, on est essentiellement sur des investissements et aujourd'hui, on a mis en place des objectifs de transition énergétique à horizon 2030 pour les collectivités qui sont clairement pas atteignables. En même temps, on a enlevé, et c'est certainement la pire erreur d'Emmanuel Macron, premier mandat, et c'était une mesure électorale, c'était la fin de la taxe d'habitation qui a dépourvu finalement de ce levier de taxes pour les collectivités. Et vous le voyez, on en reparle d'ailleurs puisque la ministre en charge du sujet évoque une nouvelle taxe qui serait mise en place par les collectivités. Donc oui, il faut un effort, mais il faut que l'État soit clair sur ce qui est demandé aussi aux collectivités, notamment sur la transition énergétique qui est le gros dossier à mettre en œuvre. Et elles ne pourront pas atteindre les objectifs si en même temps on leur demande de baisser les investissements. Aurélien Lecoq, en 30 secondes, c'est possible ? On va essayer. Allez-y. Non, les collectivités territoriales, c'est à nouveau un immense scandale. D'abord parce qu'on coupe et on les accuse d'être responsables de la dette, alors qu'on passe leur temps à leur demander des efforts en plus. On leur passe leur temps à leur donner des compétences supplémentaires sans leur donner les moyens. Il faut le rappeler, les collectivités territoriales, ce sont nos mairies, celles qui sont les premiers en contact avec la population. C'est celles qui gèrent nos écoles, nos transports en commun. Et oui, les 5 milliards, ça va faire mal. Moi, je viens de Lille. J'ai commencé à regarder. C'est 8 millions d'euros en moins par an pour Lille et pour la métropole lilloise, 17 millions d'euros. Quand on voit les problèmes qu'on a dans le métro, on n'est pas rassuré. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les quatre pour cet éclairage donc ce soir dans l'heure politique. Vous restez avec